Investir en France alors qu'on est non résident fiscal français, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pertinent? Aujourd'hui, on va répondre à cette question en analysant le patrimoine d'un abonné. Ici, on va analyser le patrimoine de Gabriel qui a 25 ans et qui est senior business analyst et dont les revenus sont de plus de 5000 $ par mois. Donc on va répondre aux questions que Gabriel m'a posées et on va regarder si son patrimoine et ses stratégies sont pertinentes par rapport à ses objectifs. Ici on peut voir que Gabriel, il a 25 ans, il est célibataire et senior business analyst, pas d'enfant, 3 ans d'ancienneté, il est en CDI et il a un profil plutôt dynamique. Plusieurs critères pour savoir si votre profil est plutôt dynamique. Assez naturellement, on a envie de se dire, bah oui, moi j'ai pas peur du risque et donc je suis dynamique. Il y a d'autres critères à prendre en compte que simplement votre aversion au risque ou à la volatilité. On doit prendre en compte des critères assez pragmatiques comme la stabilité de vos revenus, votre capacité d'épargne, votre épargne actuelle, vos contraintes personnelles et professionnelles. Si vous avez 3 enfants à charge et que vous êtes seul à vous en occuper, vous n'avez pas les mêmes contraintes qu'un jeune de 25 ans qui sort d'études et qui n'a globalement aucune contrainte personnelle. Donc c'est un ensemble de facteurs à prendre en compte et ici très clairement 25 ans, pas d'enfants, célibataire, un bon revenu en CDI, une bonne stabilité des revenus font que effectivement avec un horizon d'investissement comme le sien, on peut considérer qu'il a un profil plutôt dynamique. La particularité de Gabriel, je vous la disais juste avant, c'est qu'il vit au Canada, donc toutes ses dépenses sont en dollars canadiens, mais en parallèle, ses investissements sont en France, notamment dans le PEA en euros. Alors plusieurs points par rapport à ça. Est-ce que c'est possible d'ouvrir un PEA quand on n'est pas résident fiscal français? Non. La réponse est négative. Par contre, si vous avez ouvert votre PEA avant de vous expatrier, c'est possible de conserver votre PEA et de continuer à réaliser des versements dessus. La seule contrainte, c'est que vous ne vous soyez pas expatrié dans un pays et ce qu'on appelle les ETNC, c'est-à-dire un État ou territoire non coopératif. La liste des ETNC, elle est assez restreinte, c'est aujourd'hui 12 pays, mais c'est des pays comme les Samoa américaines, les îles Fidji, le Panama, Vanuatu, la Russie aujourd'hui également. Il y a une certaine liste que je vous invite à aller voir, c'est disponible sur impôt.gouv et sur internet, mais globalement il y a de fortes chances que vous ne soyez pas dans un ETNC. Auquel cas, vous pouvez conserver votre PEA ouvert et continuer à faire des versements dessus. Maintenant la question c'est, oui c'est possible, mais est-ce que c'est pertinent? Et ça va dépendre de vos objectifs et de savoir si oui ou non vous comptez revenir en France un jour. Conserver des actifs dans un pays dans lequel vous ne comptez pas vivre à long terme, ça n'est absolument pas pertinent. Et donc on va voir juste après que ce n'est pas forcément le cas de Gabriel. Ses objectifs à court terme, c'est de faire un beau voyage chaque année avec un budget de 3000 $, se former sur l'investissement locatif pour son retour en France dans environ 5 ans. Et donc là on comprend que Gabriel compte revenir s'installer en France, auquel cas développer son patrimoine financier immobilier en France, ça reste pertinent. Gravir les échelons et potentiellement travailler aux US d'ici 3 ans. Donc si je comprends bien, actuellement il est au Canada, il compte peut-être évoluer professionnellement aux États-Unis dans quelques années pour in fine retourner en France plus tard. Ses objectifs à moyen terme, c'est donc d'acheter un bien immobilier lors de son retour en France, d'acheter une montre passion, pourquoi pas, ça fait partie des investissements exotiques et ça fait partie des investissements plaisir. Préparer l'ouverture d'une assurance vie pour ses futurs enfants et y verser 300 € tous les mois. Alors si je comprends bien, Gabriel aujourd'hui il n'a pas d'enfants et il est célibataire, donc le fait d'ouvrir une assurance vie pour ses enfants, c'est très bien d'anticiper, et en investissement, plus on anticipe, moins importants sont les efforts à fournir au cours de la vie d'investisseur. Néanmoins, et c'est peut-être pas là où il faudra mettre ses efforts aujourd'hui. Enfin, les objectifs à long terme sont d'avoir un revenu complémentaire d'ici sa retraite de 3000 € par mois, si on a encore une retraite à son âge. Et là, c'est tout l'intérêt de préparer soi-même sa retraite, c'est de ne pas dépendre du système des retraites en place au moment où il souhaitera partir à la retraite. Et donc s'émanciper de ce système en constituant votre propre retraite, c'est la meilleure façon d'assurer votre sécurité financière et le revenu que vous souhaitez percevoir pour vos vieux jours. Enfin, dernier objectif long terme, acheter une maison à la montagne d'ici 10-15 ans avec sa sœur pour un montant de 500 000 €. Alors là, c'est vraiment un objectif assez moyen terme, long terme. Il y a aussi sa sœur dans l'équation, ça va énormément dépendre de sa capacité d'emprunt à ce moment-là, aussi de la situation financière de sa sœur. Donc voilà, pour des objectifs comme celui-ci qui sont relativement, on va dire, abstraits, commencer à approvisionner dès aujourd'hui, ça n'est pas une nécessité, une obligation. En investissement, quand on prévoit avec des objectifs, des projets, il faut toujours faire un arbitrage. On a certaines ressources disponibles aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut les utiliser au mieux pour atteindre les objectifs qui sont les plus certains à court, moyen et long terme? Au niveau des sources avec lesquelles Gabriel se forme, Finari
Et on passe le bonjour à notre ami Mounir là, que j'avais reçu d'ailleurs dans le podcast. Je vous mets juste ici le lien. Le Grand Bain, excellente source qui est disponible que ce soit sur YouTube, en newsletter et le podcast également. Snowball, la newsletter de Johan Lopez, qui est aussi de très très bonne qualité sur la gestion des finances perso. Tammy Cabage, plus sur la partie investissement, voire même trading. Braindrop, que je ne connais pas très bien. Money Radar, qui est plus sur de l'actualité économique, très intéressant aussi. Et ActuIA sur la partie intelligence artificielle, c'est ok. Le nombre d'années, 5 ans qu'il s'intéresse et il se forme à l'investissement, c'est très bien. Sa meilleure décision financière, ça a été de faire une stratégie DCA et de la maintenir malgré les hauts et les bas de la bourse récemment. Et ça sans conteste le DCA, donc le dollar cost averaging, le fait d'investir une petite partie de son épargne chaque mois, c'est la meilleure façon pour commencer à investir et développer son patrimoine financier en bourse. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers sont intrinsèquement volatiles, il y a des hausses, il y a des baisses. Le fait de faire du DCA, donc d'investir une petite somme chaque mois, ça va vous permettre de lisser votre prix d'entrée sur les marchés. Si demain les marchés chutent, vous allez pouvoir continuer à acheter vos actifs à un coût plus faible. Si demain les marchés prennent en valeur, le capital que vous avez déjà investi, lui, va s'apprécier. Et donc, quand on fait du DCA, c'est toujours le bon moment pour commencer. Enfin, sa pire décision financière a été d'acheter l'action Pierre et Vacances pendant le Covid, pensant que l'après-Covid allait faire remonter. Peu d'argent perdu, mais décision inutile au vu de ma stratégie. Et si je vous affiche le cours de l'action de Pierre et Vacances, ce qu'il faut en retenir, c'est que on ne rattrape jamais un couteau qui tombe. Une action comme celle de Pierre et Vacances qui avait pu connaître un léger soubresaut pendant le Covid, c'était pour autant une action qu'on peut qualifier entre guillemets de morte. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est morte, mais en tout cas le cours de l'action a connu une hausse ou en tout cas une période faste, mais une action qui chute de 50, 60, 80%, elle ne va très probablement jamais remonter, même avec un miracle. Et malheureusement, il y a des dizaines et dizaines d'exemples d'entreprises qui ont connu une période faste, voire même une hausse importante pendant une certaine période, mais qui ensuite ont sombré. Toutes ces entreprises qui malheureusement donnent l'impression d'acheter à un point bas, c'est pas pour autant qu'elles vont se relever. C'est tout le problème du stock picking. À comparaison, les ETF que je préconise majoritairement pour investir en bourse ont ce système d'auto-nettoyage. Les ETF sont des paniers d'actions. Si une entreprise performe moins bien, elle finit par être sortie du panier et être remplacée par de nouvelles. Cette composition, cette optimisation de la composition du panier qui permet aux ETF d'avoir cette tendance haussière sur le long terme. Bénéfice que ne présentent pas les entreprises. Une action individuelle, elle peut chuter et ne jamais se relever. Les questions que voulait nous poser Gabriel, c'est donc: mes stratégies sont-elles cohérente? Est-il plus compliqué d'investir quand on vit à l'étranger ou non? Est-ce qu'il faut ouvrir une assurance vie et compte titre dans les deux enveloppes en même temps, ou ouvrir seulement une assurance vie pour profiter de son meilleur régime fiscal quand le PEA est full? Alors pour répondre à ces stratégies, est-ce qu'elles sont cohérentes? On va regarder la composition de son patrimoine et de ses portefeuilles juste après. Est-ce qu'il est plus compliqué d'investir quand on vit à l'étranger ou non? Alors oui, dans le sens où la plupart des courtiers vont être assez restrictifs sur l'ouverture des contrats quand vous n'êtes pas résident fiscal français. Il faut à minima être français, en tout cas avoir la nationalité. Dans certains cas, comme par exemple le PEA, on peut le voir ici, si vous avez déjà ouvert votre contrat avant de partir, vous pouvez le conserver, voire même continuer à réaliser des versements. Donc là-dessus, ça reste intéressant. Et même si vous n'avez pas encore ouvert de PEA ou d'assurance vie avant de partir, vous avez tout de même accès à des comptes titres ordinaires. Je pense notamment même pour des nationalités assez délicates comme la nationalité américaine, quand on est US person, à cause de la loi FATCA qui oblige une certaine transparence de communication entre les institutions financières européennes et américaines, et qui est assez embêtante pour beaucoup d'institutions financières européennes, donc elles préfèrent dire non à toutes les US personnes qui veulent ouvrir un compte chez eux. Vous avez tout de même la possibilité, par exemple, avec des courtiers comme Interactive Brokers, qui sont spécialisés un petit peu dans les comptes titres ordinaires pour non-résidents fiscaux français. Donc c'est un peu plus compliqué, mais ça n'est pas impossible. De même, sur la partie financière, mais c'est la même chose pour la partie immobilière. Si vous voulez investir en SCPI, il y a également des SCPI qui sont ouvertes aux US personnes et des SCPI qui sont ouvertes à des non-résidents fiscaux français. Le choix est malgré tout restreint, mais c'est également possible. Et par rapport au choix, est-ce qu'il faut ouvrir une assurance vie et un compte titre ou privilégier l'assurance vie quand le PEA est full? Déjà, le PEA, je vous rappelle que c'est 150 000 € de plafond de versement. Par rapport à la situation de Gabriel qu'on va voir juste après, il y a encore un petit peu de marge, mais dans l'hypothèse où vous avez rempli votre PEA, privilégiez l'assurance vie, ça vous permettra de profiter de son avantage fiscal, mais il y a tout de même des produits qui ne seront pas éligibles
à l'assurance vie. Je peux penser par exemple à des produits comme des ETF Smart Beta ou certains ETF thématiques ou certains produits particuliers en lien avec les matières premières, avec les métaux précieux. Donc les assurances vie, c'est très bien pour profiter de l'avantage fiscal, mais si vous cherchez à diversifier votre patrimoine vers d'autres classes d'actifs, il est possible que vous deviez ouvrir un compte titre. Donc, est-ce qu'il faut ouvrir les deux? Selon les produits que vous voulez mettre dedans, vous allez potentiellement être obligé, mais si vous voulez rester relativement standard, aller vers de la SCPI, aller vers du private equity, aller vers des fonds obligataires, une assurance vie peut vous suffire. Quand on regarde en détail le patrimoine de Gabriel, on a donc ici 60 000 € de patrimoine brut, aucun passif, pas de dette, magnifique. Et quand on regarde la répartition du patrimoine, on a 45% dans le PEA, 40% d'épargne, 10% dans un compte titre et 3% dans des autres actifs. Alors, ici, 24 000 € dans l'épargne bancaire et dans les liquidités, c'est assez important, peut-être un petit peu trop. Pour rappel, cette épargne, elle doit représenter aujourd'hui, si on considère l'épargne de précaution, 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles. Et donc on va regarder les dépenses de Gabriel juste après, mais c'est probablement ici un petit peu trop élevé. Le PEA, c'est très bien, c'est l'enveloppe à privilégier quand on commence à investir en tant qu'investisseur particulier et qu'on y a accès pour profiter de la fiscalité avantageuse et de l'absence des frais de gestion. Priorisez évidemment les courtiers en ligne et non pas les courtiers bancaires dont les PEA peuvent présenter des frais d'entrée et des frais de gestion importants. Pas d'assurance vie, c'est ok pour l'instant, même si demain, si on veut diversifier vers des produits non disponibles, non éligibles au PEA, ça sera nécessaire. Et on a un compte titre ordinaire. Alors, regardons en détail les revenus et les dépenses. Donc, ici on peut voir que Gabriel gagne 5 400 $ canadiens, du coup je suppose, par mois. Et au niveau de la répartition, il y a 70% qui partent dans ses dépenses fixes et dépenses variables. Gabriel épargne 30% de ses revenus. 30% de ses revenus, c'est très bien. En France, déjà, selon votre niveau de revenu, épargner 10-15% de vos revenus, ça doit être un objectif minimum. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité d'épargner 10% de vos revenus, je considère que vous vivez au-dessus de vos moyens. Ça ne veut pas dire que ne pas épargner de revenus, c'est impossible, c'est extrêmement compliqué. Ça veut simplement dire que vous avez une mauvaise gestion de vos finances personnelles. Pour assurer une capacité d'épargne minimum, qu'elle soit de 50, 100, 200 €, peu importe, la meilleure façon reste d'épargner en début de mois. Si vous vous fixez dès votre rentrée d'argent un certain montant que vous transférez vers des livrets bancaires ou des comptes d'investissement et qu'ensuite vous vivez le reste du mois avec le capital restant, vous aurez assuré votre capacité d'épargne mensuelle. Pas d'éléments particuliers. Ici, peut-être 300 $ chaque mois dans des accessoires, dans des vêtements. Oh, ok, pourquoi pas, hein, il faut savoir se faire plaisir. Hein. Si on regarde la répartition des dépenses de Gabriel, ici, on a tout de même près de 50% qui partent dans ses loisirs. Donc, c'est significatif. Sinon, dans les loisirs non plus, il y a 1 200 $ par mois dans les vacances et dans les voyages. C'est colossal, c'est important. Voilà, il faut savoir se faire plaisir. Et on voit ici que ça ne l'empêche pas derrière d'épargner malgré tout 30% de ses revenus. Donc là-dessus, si jamais demain Gabriel cherchait à épargner une plus grande part de ses revenus, il sait qu'il faudrait regarder peut-être de ce côté-là. Il faut toujours avoir une approche 80-20, c'est la loi de Pareto, plutôt que d'essayer de faire des économies de bout de chandelle et d'économiser sur un café Starbucks ou de payer un produit 12 € au lieu de le payer 15 €. C'est pas ici que vous allez modifier, changer grandement votre capacité d'épargne. C'est en identifiant les principaux postes de dépenses. Ici pour Gabriel, c'est par exemple les loisirs. Et ensuite on regarde en détail parmi les loisirs quels sont les principaux postes. Et on peut voir ici que ce sont les vacances et les voyages. Donc ce serait le poste principal à étudier et à travailler si on voulait améliorer la capacité d'épargne. Donc au niveau des sports, hein, alimentation, course à pied et équipement, hein, effectivement ça c'est le grand mythe de la course à pied. C'est le sport qui ne coûte pas cher, on achète une paire de chaussures et c'est suffisant. C'est complètement faux, hein. Je sais de quoi je parle, je me suis mis à la course à pied il y a quelques années maintenant. Quand on se met à faire des semi-marathons et des marathons comme j'ai pu le faire, entre les équipements, les chaussures, les sacs de trail, les ravitaillements, tout ça, ça peut vite coûter assez cher. Pas de prêt, c'est magnifique. Et au niveau des dépenses, montre passion 400 $, c'est pas chaque année, évidemment. Et c'est important de garder, je pense, ici dans cette catégorie autres dépenses, des dépenses un petit peu particulières, passion, voire même ce que j'appelle une catégorie craquage. C'est ce que je fais dans mon travail de gestionnaire de patrimoine avec certains clients que j'accompagne. Quand on identifie les dépenses principales et qu'on essaye de catégoriser, de faire un état des lieux des dépenses, c'est toujours intéressant de définir une catégorie que j'appelle la catégorie craquage. Ça peut être mensuel ou annuel, mais on a tous un moment dans le mois ou dans l'année où on a fait une dépense vraiment un peu exceptionnelle, plaisir, et c'est toujours bien de provisionner pour, afin d'éviter de se mettre en difficulté. Son salaire, c'est donc de 5 000 $ avec une prime
annuel de 4800, donc ici rapporté au mois ça fait 400. Et donc comme je l'ai dit, au niveau de la répartition de sa capacité d'épargne, il y a 3%, ou en tout cas une petite partie qui part dans l'épargne, mais la majorité part dans de l'investissement. Donc là-dessus, c'est très bien. Ce qu'il faut retenir au niveau de cette répartition entre montant épargné et montant investi chaque mois, c'est que si vous avez constitué votre épargne de précaution, si vous n'avez pas d'objectif particulier à court terme pour lesquels vous épargnez, ça ne sert à rien d'épargner en plus. Et ça, c'est une grosse erreur que font beaucoup de particuliers, c'est de constituer leur épargne de précaution et ensuite d'avoir, en supposant par exemple 500 € d'épargne mensuelle, de continuer chaque mois à mettre 50, 100, 200, 300 € par mois en plus dans de l'épargne et d'utiliser seulement le reste pour de l'investissement. C'est complètement sous-optimal. Si vous avez bien défini le montant d'épargne de précaution dont vous aviez besoin, vous ne devriez pas avoir à continuer à épargner plus. Ces 50, 100, 200 € par mois, ils devraient être alloués à des investissements parce que ce sont ces quelques dizaines, quelques centaines d'euros en plus investis qui, sur le long terme, vont générer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est complètement sous-optimal si vous avez bien défini votre épargne de continuer à renforcer cette épargne alors que c'est pas nécessaire. Regardons en détail le patrimoine financier. Donc, au niveau de l'épargne bancaire, il y a un petit peu dans du livret A, d'accord. Effectivement, on peut garder son livret A quand on a la nationalité française. Il n'y a même pas de restriction au niveau de la nationalité. Tout le monde peut avoir un livret A. Le compte courant. Alors ici, PEL, le plan d'épargne logement, 10 000 €, donc c'est presque la moitié de son épargne bancaire qui est dans un PEL. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, le PEL, ça n'a aucun intérêt. Avoir un PEL, c'est uniquement historiquement pour bénéficier d'un taux avantageux avec beaucoup de guillemets selon la date d'ouverture pour obtenir un prêt immobilier. Sauf qu'aujourd'hui, en vue des taux actuels et même selon la date à laquelle son PEL a été ouvert, le taux auquel il a accès n'est absolument pas intéressant. Donc, il vaut beaucoup mieux utiliser cette épargne vers des livrets A, vers un LDDS pour générer 3% de rendement net d'impôt. Et enfin, il y a 11 000 € compte sur livret, donc ça c'est un livret canadien à 3,5%. Alors avoir selon la fiscalité canadienne que je n'ai pas ici en tête, ça peut être plus ou moins pertinent. Si c'est du 3,5 net, ok, c'est très bien. Si par-dessus il faut appliquer une certaine fiscalité, là-dessus il faut comparer avec les autres solutions locales. Mais en tout cas, le livret A qui est à 3% net, le LDDS qui est à 3% net, doivent être des options à privilégier si vous y avez accès pour placer de l'épargne sécurisée. Au niveau de ses contrats, donc comme Gabriel nous l'a dit, il a ouvert son PEA avec 27 000 € dessus, ainsi qu'un compte titre ordinaire, c'est un compte titre canadien qui lui est libre d'impôts. Donc très intéressant si jamais vous avez accès à un compte selon votre pays de résidence qui ne présente pas de fiscalité. On peut penser par exemple à l'investissement en Belgique qui eux sont il y a une exonération de fiscalité sur les plus-values quand vous détenez vos actions ou vos titres pendant un certain temps. Donc voilà, tous ces avantages fiscaux selon votre pays de résidence doivent être exploité. Au niveau des actifs, plus précisément dans son PEA, de quoi parle-t-on? On parle d'un S&P 500, de Stoxx 600, d'Emerging Markets, de Nasdaq et de Water. Tout ça, ce sont des ETF. Donc là-dessus c'est très bien, moi je recommande en priorité d'investir pour développer le patrimoine financier dans les ETF. Ce sont des produits diversifiés intrinsèquement, qui présentent des frais faibles et qui ont cette capacité auto-nettoyante dont j'ai parlé plus tôt et qui rendent donc leur gestion très passive. Donc pour un investisseur qui cherche à passer le moins de temps possible sur ses investissements tout en obtenant la meilleure performance possible, c'est le type de placement à privilégier. Le S&P 500, donc c'est un excellent... alors selon l'ETF qu'il a sélectionné, à voir est-ce que c'est un ETF d'Amundi, de iShares ou autre, mais en tout cas ici un ETF S&P 500, ça fait sens. La performance du S&P 500, historiquement, elle est aux alentours des 10%, voire même 10,5%, donc c'est une excellente performance et c'est très centré. Aujourd'hui, les marchés américains, c'est 70% de la capitalisation boursière mondiale. On va y retrouver des entreprises que vous connaissez, Alphabet, donc la maison mère de Google, Meta, maison mère de Facebook, Apple, Nvidia, Microsoft. Donc là-dessus, ce sont toutes les entreprises, les Magnificent Seven, comme on les appelle, qui drivent la performance des marchés boursiers. Avoir en priorité, en majorité, un ETF S&P 500 dans votre PEA, ça fait complètement sens. On vient tout de même diversifier avec un ETF Stoxx 600. Stoxx 600, ce sont les grandes et moyennes capitalisations européenne, et donc là-dessus c'est important de diversifier vers d'autres actifs. Alors ici il y a tout de même beaucoup dans du Stoxx 600, ici on peut voir quand même 7 000 € par rapport à 9 700, donc en termes de répartition le Stoxx 600 devrait pas être à 3/4 de ce qu'on a en S&P 500. Si on veut respecter la capitalisation boursière mondiale, le S&P 500 ça pourrait être environ 60% de son portefeuille, le Stoxx 600 ça devrait plus être 15-20%. Le Water, donc le MSCI Water, c'est un indice qui est composé d'entreprises qui agissent
spécialise dans le traitement et la distribution de l'eau. Et donc là-dessus, c'est ce qu'on appelle un ETF thématique. Donc toutes les entreprises sont dans le secteur du traitement et de la distribution de l'eau. Les ETF thématiques, c'est particulier, c'est délicat, ça doit rester des placements que je qualifierais de conviction. Pourquoi? Parce que la probabilité qu'une zone géographique connaisse une crise est beaucoup plus faible que celle qu'un secteur en particulier connaisse une crise. Et donc que le secteur de l'eau connaisse une crise, c'est pas impossible, ou en tout cas c'est statistiquement plus probable que les États-Unis ou la zone euro connaissent une crise. Avoir un petit peu de MSCI Water dans son PEA, pourquoi pas, mais avoir en tête que ça doit représenter une part minime de son portefeuille, ce qui est relativement le cas ici pour Gabriel. Un ETF marchés émergents, c'est également très important de diversifier vers les marchés émergents. Beaucoup de personnes n'aiment pas les marchés émergents à cause du manque de transparence, à cause des faibles performances de ces 10 dernières années, mais historiquement, les performances du MSCI Emerging Market, donc les marchés émergents, elle est, encore une fois, historiquement meilleure que celle des pays développés. Et donc, même si on n'a pas forcément une forte conviction, ça fait tout de même sens de rajouter, allez, aux alentours des 10%, si on veut représenter la capitalisation boursière mondiale, 10% de marchés émergents à travers un ETF dans son PEA, ça fait parfaitement sens. Et enfin, un ETF Nasdaq. Alors, un ETF Nasdaq, Nasdaq, ce sont donc les valeurs technologiques américaine. Pourquoi pas si on a une forte conviction sur ces valeurs-là, mais il faut avoir en tête que le S&P 500, il contient déjà la majorité des entreprises du Nasdaq, que je vous ai mentionné plus tôt, avec du Alphabet, Meta, Apple, Nvidia, etc. Donc si on a une bonne redondance, une forte redondance entre ces entreprises, ça peut être volontaire, et la redondance, ça n'est pas forcément une mauvaise chose si ça part d'une question de conviction personnelle forte, mais si c'est pas forcément une conviction personnelle, ou que Gabriel n'avait pas en tête cette redondance des entreprises dans son portefeuille, c'est quelque chose auquel il faut faire attention et donc limiter autant que possible ce qu'on appelle l'overlap, c'est-à-dire la redondance des entreprises dans notre portefeuille. Au niveau des actions individuelles, un petit peu de stock picking ici, avec du Reward Media, et on a encore une fois Apple, Meta, Alphabet et Disney. Ces entreprises-là qui sont donc également présentes, alors surtout pour Alphabet, Meta et Apple, dans le S&P 500 et dans le Nasdaq. Donc ici, on a encore plus une redondance de ces entreprises dans notre portefeuille. Est-ce que c'est volontaire ou non? C'est un point d'attention auquel il faut prêter garde. Et enfin, d'autres actifs, majoritairement des cryptos ici, on peut le voir avec du Bitcoin, de l'ADA, de l'Ether, du Solana. Ok, là-dessus, rien de particulier. Beaucoup de Solana, plus de Solana que de Bitcoin. Probablement que le Solana a connu une croissance plus importante quand il l'a acheté par rapport à son Bitcoin. Ici, ça reste une question de conviction. S'exposer aux crypto-monnaies, oui, si on a une conviction dans l'écosystème Web3, dans la technologie de la blockchain, dans le sous-jacent. Mais 1, ça n'est pas obligatoire, et 2, si on souhaite s'y exposer, ça doit rester dans des proportions mesurées. Moi, je recommande majoritairement 10% maximum du patrimoine et de se concentrer sur les crypto-monnaies reines que sont le Bitcoin et l'Ether. Si on veut diversifier vers des altcoins, comme c'est le cas ici, pourquoi pas, mais ça doit également rester dans des proportions très mesurées. Donc finalement, si on regarde la répartition du patrimoine financier, on a 40% d'épargne bancaire, 16% dans du S&P 500, du stock 600, des marchés émergents et après tout un tas d'autres actions. Donc vraiment attention à cette redondance entre les actions technologiques qui sont présentes dans les ETF et en stock picking. 22% de S&P et 20% de Nasdaq, donc on a 42% des investissements mensuels qui partent dans les grandes entreprises américaines et notamment des valeurs technologiques. Donc c'est vraiment une surpondération importante. J'inviterai Gabriel à réduire pour aller vers une diversification un petit peu plus importante. Ce qui nous manque ici, c'est notamment des small caps. Je vois que des grandes capitalisations, je vois que des grosses entreprises, des entreprises américaines, de la technologie. C'est très bien, c'est ce qui drive la performance de ces dernières années, mais encore une fois, historiquement, la performance des petites capitalisations, elle est meilleure que celle des grandes capitalisations parce qu'on a des perspectives de croissance plus importante. La perspective qu'une entreprise comme Meta fasse x10 sur sa capitalisation, elle est quasi nulle. Alors qu'une small caps, sa probabilité pour faire, ou en tout cas sa capacité à faire un x10 sur sa capitalisation, elle est non nulle. Donc là-dessus, ça mériterait d'ajouter un petit peu de small caps, soit à travers du stock picking si le cœur lui en dit, soit à travers des ETF. On pourrait penser à un ETF Russell 2000 pour s'exposer aux small caps américaines, ou un ETF EMU small caps, tous les deux éligibles au PEA pour s'exposer aux small caps européennes. Donc c'est peut-être le point d'attention que je verrai ici pour Gabriel. Et enfin, pas de patrimoine immobilier particulier ici. C'est un petit peu dommage
même si j'entends que ici, il compte acheter sa résidence principale d'ici quelques temps. La résidence principale, certes, c'est un actif immobilier, mais c'est pas un actif générateur de rendement. Et donc, je vous rappelle, les deux piliers du patrimoine que sont le patrimoine immobilier et le patrimoine financier. On va utiliser deux leviers différents pour chacun. Le levier du crédit bancaire pour développer le patrimoine immobilier, le levier de la capacité d'épargne pour développer le patrimoine financier. Si Gabriel compte effectivement acheter sa résidence principale, il y a une bonne partie de sa capacité d'emprunt qui va partir dans de l'immobilier, mais ici, il me parlait d'acheter un bien immobilier, pas forcément sa résidence principale ou un bien locatif. Si jamais c'est pour acheter sa résidence principale, soit là-dessus, il y a l'approche financière de est-ce que j'ai la capacité d'acheter le bien que je veux, c'est une première approche, mais il y a aussi l'approche émotionnelle. Est-ce que c'est important pour moi de sentir que ce bien dans lequel j'habite, c'est chez moi, ce sont mes murs, je peux faire des travaux que je veux. Ça, c'est une approche qui n'est pas à négliger non plus. Par contre, si on est uniquement dans une logique de génération de rendement et que là, Gabriel souhaite investir en immobilier locatif, se positionner en priorité vers des SCPI pourrait être plus pertinent, plus flexible pour lui. Surtout que s'il a déjà travaillé au Canada, il compte peut-être travailler aux États-Unis, retourner en France. Là-dessus, on sent que Gabriel a un petit peu peut-être la bougeotte et que d'ici quelques années, quelques décennies, retourner travailler à l'étranger, ça n'est pas impossible. Auquel cas, se forcer avoir une contrainte de gestion immobilière en France avec un bien en direct, voire plusieurs biens en direct, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. C'est pourquoi, si on veut uniquement investir en immobilier pour générer des revenus locatifs et développer son patrimoine immobilier, prioriser les SCPI pourrait être beaucoup plus pertinent. C'est plus liquide, on peut revendre les parts en quelques jours, quelques semaines, c'est accessible avec un moins gros capital, on peut faire appel au levier du crédit, même si c'est uniquement pour certaines SCPI à travers certains courtiers, mais c'est tout à fait possible. On peut exploiter des contrats d'assurance vie pour profiter de cette enveloppe fiscale et ne pas payer d'impôts sur les revenus générés. Donc il y a plein de choses à faire sur les SCPI et je pense que c'est l'option à privilégier pour les particuliers qui sont encore aujourd'hui très dynamiques, ne savent pas encore exactement où est-ce qu'ils vont habiter sur le long terme, mais qui veulent tout de même développer leur patrimoine immobilier et générer des revenus locatifs. Finalement, pour te répondre, Gabriel, est-ce que tes stratégies sont cohérentes? Développer ton patrimoine financier en France, ça fait sens si tu comptes effectivement retourner en France et t'y installer sur le moyen terme, long terme, mais quiconque compte ne pas retourner en France n'a pas d'intérêt particulier à garder des actifs dans ce pays. Par rapport à l'objectif de développer ton patrimoine immobilier, tu fais bien de garder tes capacités d'emprunt, surtout si avec tes revenus, tu vas pouvoir avoir une forte capacité d'emprunt et donc acheter peut-être un bien, en tout cas le bien de tes rêves. Mais donc là-dessus, c'est important de continuer à te former sur la partie immobilier et financier, et par rapport à l'ouverture du contrat d'assurance vie pour tes futurs enfants, ça pourra faire sens, je pense, le jour où tu auras peut-être déjà rencontré ta dulcinée et que le sujet des enfants sera sur la table. Le jour où ça sera le cas, effectivement, ouvrir un contrat d'assurance vie à ton nom ou au nom de ta conjointe pour les études de tes enfants, donc je recommande c'est un contrat par enfant, et ensuite effectuer des versements chaque mois dessus, 300 €, tu nous disais, pourquoi pas, c'est très bien, donc on investit dessus de manière dynamique tant que l'enfant est encore loin de la majorité, et par exemple pendant 5 ans, 10 ans, puis on opère une sécurisation progressive. C'est-à-dire que, pour faire simple, on ouvre un contrat d'assurance vie, avec une stratégie dynamique, on peut se dire qu'on met un ETF World dedans, on investit 300 € par mois dans cet ETF World à travers le contrat d'assurance vie, et au bout de 10 ans, on va progressivement arbitrer, réallouer ce capital vers une stratégie un petit peu plus équilibrée, puis une stratégie plus prudente. Par exemple, 80% de TF World, puis 20% de fonds euros, et on diminue cette allocation de 10% chaque année. 70% de TF World, 30% de fonds euros, 60% de TF World, 40% de fonds euros, etc. jusqu'à la majorité de l'enfant. L'objectif étant que, arrivé à 1 an, 2 ans de la majorité de l'enfant, 80%, 90% du contrat soit investi en fonds euros, donc sécurisé. Donc on prend pas le risque d'avoir une chute de moins 30, moins 40, moins 50% sur la valeur de son capital juste avant les études de son enfant, ce qu'on veut absolument éviter. Et derrière, on a tout de même dynamisé le capital pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc le temps où le capital était investi en ETF World. Et donc par rapport à ton revenu complémentaire de 3000 € tous les mois, là-dessus, selon le capital que tu vas, si jamais tu continues à investir chaque mois, je te le rappelle, 1500 $, là-dessus, 1500 $ investis si on fait la simulation. Ici, on peut aller sur une calculatrice d'intérêt composé. Et si on regarde 1500 $ investis chaque mois à un rendement annualisé de, disons, 8%, ce que tu peux parfaitement viser quand on a une stratégie dynamique. Tu as 25 ans aujourd'hui. Est-ce que tu avais une date particulière pour ta retraite? Précisez pas pour la retraite. Donc, supposons aujourd'hui tu as 25 ans, disons pour tes 60 ans. Donc, tu as encore 35 ans devant toi. Si tu investis 1500 € ou dollars par mois à 8% d'intérêt pendant 35 ans, tu auras généré un capital de 3 234 000
€, investi à un rendement annualisé de 5%. On peut faire ici 3 200 000 fois 5% pour voir un petit peu ce que ça nous donne, divisé par 12. On est à un capital de plus de 13 000 €. Évidemment, ça ne prend pas en compte l'inflation, on n'a pas pris en compte les frais ou la fiscalité. On est en tout cas largement dans les clous pour générer ton revenu complémentaire. Donc, félicitations Gabriel, là-dessus, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs et continue à te former avec Finari, avec Le Grand Bain, avec Snowball, avec toutes les excellentes ressources qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet, mais toujours en faisant attention à qui tu écoutes. Si jamais vous aussi vous voulez voir votre patrimoine analysé dans une vidéo, vous avez accès à ce tableur d'analyse de patrimoine en description. Vous pouvez le télécharger gratuitement, le remplir et il y aura l'adresse mail à laquelle renvoyer ce fichier complété si vous voulez que j'analyse votre patrimoine lors d'une vidéo YouTube. À très bientôt.